Aujourd'hui, aux stupéfiants, on démystifie toute une série de petits mythes. On a tué le capitaine Kirk! Tout d'abord, Jamie et Adam vérifient un vieux mythe western. Peut-on allumer une allumette avec une balle de pistolet? Touché! Ensuite, peut-on tremper ses doigts dans un chaudron brûlant de métal fondu? C'est la première fois qu'il fait cuire un Terminator? Puis, place à un vieux gag. J'ai mon pyjama, je peux me mettre au travail. Une main mouillée fait-elle faire pipi au lit? Il ne s'est pas encore soulagé involontairement. Ensuite, Grant, Jesse et Tori Bon sang. s'attaquent au mythe répugnant de la chandelle de cire d'oreille. Allumons-la. Enfin, Bien. Bien. peut-on faire exploser un méchant de Star Trek avec un bazooka en bambou? Qui sont les stupéfiants? Adam Savage Ça, c'est de la science. et Jamie Heineman. Attention, ça risque de barder ici. Ensemble, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le métier des effets spéciaux. Voici leurs collègues. Carrie Byron, Grant Imahara, C'est une arme fatale. Tori Bellucci. Avec la participation de Jesse Combs. C'était génial! Ils ne font pas que documenter les légendes urbaines. T'es prêt? Je suis prêt. Et ils tentent de les démystifier. Adam, tu as une fringale? Non, cette noix de coco est simplement un symbole pour l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi donc? En gros, plusieurs mythes se testent trop rapidement pour l'émission. Des mythes express, tu comprends? Oui. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu les mettre à l'épreuve. Mais je crois avoir trouvé une solution. On se lancera un défi en essayant de démystifier le plus de mythes express possible en un seul épisode. Combien? 6, en commençant par un classique. Peut-on poster une noix de coco sans emballage? On va coller un timbre et notre adresse sur la coquille, et on verra si elle revient à l'atelier avant la fin de l'émission. Il y a un mythe que j'ai toujours voulu tester. Peut-on allumer une allumette à friction avec une balle? Essayons-le. Sans mettre Adam en danger, voici une petite démonstration. Grâce à la magie du montage, laissez-moi vous montrer ce qu'on souhaite obtenir aujourd'hui. C'est bon, je suis prêt. Ne bouge plus. D'accord. Voilà notre mythe. Une balle peut-elle allumer une allumette? Si on y pense bien, tout repose sur la friction. Si le mythe est vrai, on pourra allumer ceci avec ça, alors que ce projectile se déplacera à près de 250 mètres par seconde. La question est de savoir si la balle produira assez de friction lorsqu'elle frôlera l'allumette pour l'enflammer sans en arracher la tête. Pour être franc, je ne suis pas sûr que ça fonctionnera. Et ce ne sera pas à cause de la précision, car à mon avis, on pourra la maîtriser. Selon moi, le problème viendra plus de la durée de contact entre la balle et l'allumette, à savoir si elle sera assez longue pour permettre l'inflammation des produits chimiques. Les gars sont prêts. Le pistolet est armé. Ils ont un pistolet de calibre 45 dont les grosses munitions à vitesse lente, parfaites pour cette expérience, suivront la trajectoire décrite par un viseur laser pointé vers la tête de l'allumette. Firing in 3, Ils auront vite une réponse. 1. Ou peut-être pas. Elle ne s'est pas allumée. Elle n'a même pas bougé. Apparemment, elle était trop basse. Même si Adam s'extasie devant la qualité des images, C'est magnifique. L'image est tellement nette qu'on peut voir le reflet de la tête d'allumette sur la cartouche. et même s'ils avaient l'aide du pointeur laser, ils ont complètement raté leur cible. Ils se tournent donc vers une méthode plus efficace pour indiquer la trajectoire. Allons-y. La technique d'essai et erreur. 3, 2, 1. Beaucoup d'erreurs. C'est beaucoup trop haut. T'as arraché la tête. Et beaucoup d'essais. Oh, elle l'a raté. C'était proche, mais elle n'y a pas touché. On a effectué plusieurs tirs, mais on n'a pas encore enflammé l'allumette. Ça ne fait rien, on est toujours dans le feu de l'action. Presque. On a enlevé presque toute la partie rouge sans détruire la tête. Alors on peut dire qu'on y est presque. On essaie de frôler l'allumette, mais sans arracher la tête comme on l'a fait plus tôt. Trop.
On veut juste effleurer le bout de la tête. Pour l'allumer, ça nous prendra peut-être encore quelques tirs. Ou quelques heures. Qu'en penses-tu? Je ne vois pas de flamme. Pas d'allumette en flamme. Mais les images de la caméra grande vitesse confirment qu'ils ont visé juste. Parfait! Elle a juste accroché la pointe blanche. Elle l'a à peine touché. C'est ce qu'on veut. Le mythe est-il faux? La balle a frôlé la tête, mais elle n'a pas provoqué la réaction en chaîne qui doit allumer l'allumette. Pour savoir exactement ce qui se produit quand on craque une allumette, écoutez bien Jimmy. Voici comment elle fonctionne. Dans une tête d'allumette, on retrouve un combustible, un produit à base de soufre. Il y a aussi un comburant, généralement du chlorate de potassium, puis de la poudre de verre. Tout ça retenu par un liant dans la tête de l'allumette. Le frottoir, lui, contient de la poudre de verre, mais aussi une petite quantité de phosphore rouge. Quand on frotte l'allumette sur le frottoir, la friction du verre contre le verre génère suffisamment de chaleur pour transformer le phosphore rouge en phosphore blanc, qui a la caractéristique de s'enflammer lorsqu'on l'expose à l'air. Dans une allumette à friction comme celle-ci, tous ces composants sont réunis dans la tête. Alors on peut la frotter sur n'importe quelle surface abrasive. La même réaction se produit. On crée de la chaleur, du phosphore blanc, puis l'allumette s'allume. De retour au champ de tir, malgré l'impression d'avoir détruit le mythe, les stupéfiants se préparent pour un dernier essai. Je tire dans 3, 2, 1. Touché! Super! Vous nous l'avez demandé, alors on l'a fait. Elle a pris feu. On a réussi. Mais rappelez-vous que ça nous a pris 9 essais pour y arriver, avec de l'équipement très précis. Une précision de l'ordre d'1 millième de centimètre, ou quelque chose du genre. C'est génial. Vraiment cool. Eh bien, je me suis encore trompé. Cette balle est parvenue à allumer cette allumette même si elle est en contact pendant seulement 1/12 millième de seconde. C'est incroyablement court, mais le mythe est incroyablement vrai. Quels sont nos mythes express tirés du site web? Le premier provient du film Shrek. Les ânes peuvent parler? Non, celui-là est confirmé. C'est quoi alors? Bon, dans le film, Shrek utilise sa propre cire d'oreille pour fabriquer une chandelle. Berk, dégoûtant. Ça m'intéresse. Continue. Tout d'abord, on doit vérifier si le cérumen, la cire d'oreille, est inflammable. Puis, il faudra en recueillir une grande quantité. Je m'étais toujours demandé ce que j'avais dans l'oreille. À ta place, je consulterai un médecin. C'est une scène classique de ce classique de l'animation. Shrek retire assez de cérumen de son oreille pour façonner une bougie inflammable tout à fait fonctionnelle. Pour vérifier si cette simple et répugnante idée est possible, l'équipe fait appel à un expert. Vous êtes prêts? Commençons à creuser. Creuser? Je croyais que c'était un nettoyage. En quelque sorte. Pour commencer, le Dr Lustig recueille un échantillon pour effectuer un test d'inflammabilité. Bon sang! Qu'avez-vous retiré? J'ai recueilli ceci. Pas mal? Larry? Oui. Je peux vous appeler Larry? Oui. Pourquoi a-t-on du cérumen? Très bonne question. Souvent, les gens se créent des problèmes aux oreilles en essayant de le retirer et pourtant on en a besoin. Il lubrifie le conduit auditif et c'est aussi une substance anti-infectieuse. Il prévient des infections aux oreilles et les hydrate. L'échantillon récolté, l'équipe se rassemble autour, prête à y mettre le feu. Que pensez-vous de ma cire d'oreille? Ça vient de ton oreille? Ouais, c'est dégueulasse, non? Allumons-la. Attends un peu, la pyromane. Le mythe concerne les chandelles. Alors, je veux la comparer avec des bougies commerciales en paraffine et en cire d'abeille. Bonne idée. On saura quelle cire est la plus inflammable. Le but de l'expérience d'aujourd'hui est de vérifier si le cérumen de l'humain est inflammable. Mais ce n'est pas tout. On veut aussi le comparer avec les types de cire que l'on retrouve dans les chandelles commerciales, soit la paraffine et la cire d'abeille. Voilà. Super. On essaie avec la cire d'oreille? Elle fait des flamèches. Qu'est-ce que tu avais dans l'oreille, toi? La paraffine et la cire d'abeille ont brûlé normalement, comme je m'y attendais. Ce qui me renverse, c'est de voir à quel point le cérumen s'enflamme bien. Il ne brûle pas lentement comme la paraffine et la cire d'abeille. L'inflammation est plus agressive et on entend un petit crépitement. Je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être des cellules de peau ou des poils. En tout cas, je suis surpris de son efficacité. Ça augure bien pour le mythe. Ils peuvent donc passer à la deuxième étape, se procurer suffisamment de cire d'oreille pour fabriquer une chandelle. Pas de cérumen. Ah non? Non.
Mais bien vite, ils s'aperçoivent que ce sera très long. Tes conduits auditifs sont propres. On va devoir faire venir beaucoup de personnes, pas vrai? Effectivement. OK, tout le monde, approchez! Voici donc nos aimables cobayes. L'équipe a rassemblé tout ce qu'il y a de plus cireux, Victoire! huileux, pileux Je l'ai! Merveilleux. Content de vous avoir aidé. et graisseux en matière d'oreilles. Je peux enlever ceci? Oh, bien sûr. Sinon, ce sera compliqué. Après avoir sondé les profondeurs auditives des derniers membres de l'équipe, de leur parenté, ainsi que des passants, le docteur Lustig peut se reposer. Il est temps de fabriquer notre chandelle en cire d'oreille. Le prochain mythe est en fait un gag. D'abord, question. Es-tu déjà allé dans un camp de vacances? J'ai été conseiller de camp pendant des années. As-tu déjà joué des tours aux enfants que tu surveillais? Bien sûr. C'était même requis. Et as-tu déjà trempé la main d'une personne endormie dans un bol d'eau chaude pour voir si elle ferait pipi au lit? Non, mais je me suis toujours demandé si c'était vrai. Eh bien, tu auras bientôt ta réponse parce qu'on va l'essayer. Fantastique. À part des cobayes humains endormis, le seul équipement dont l'équipe aura besoin est cette alarme vocale déclenchée par l'humidité. Comment ces bandes brillantes de métal détectent-elles le liquide? Quand l'eau touchera à deux de ces bandes, un minuscule courant électrique la traversera. Cette alarme est assez sensible pour le détecter et elle se mettra à crier après moi lorsqu'elle le captera. Ensuite, il leur faut un endroit pour dormir. J'ai mon pyjama, je peux me mettre au travail. Au laboratoire du sommeil de la Californie, dans cette chambre avec vue, ils disposent d'un équipement de monitorage sophistiqué. Quel confort, un beau drap en plastique. Ceci est une vieille farce transmise depuis des générations. Et elle est très simple, je vous le jure. Il s'agit tout bonnement de prendre la main d'une personne endormie et de la déposer dans un bol d'eau chaude, puis cette personne devrait involontairement mouiller son lit. Eh oui, on a fait énormément de recherches et recueilli des tonnes de données anecdotiques, mais personne ne semble l'avoir réellement étudié. Alors nous, on va le faire. On va commencer à vous brancher. D'accord. On est au centre des troubles du sommeil de la Californie. Jamie et moi, on sera tour à tour le sujet de l'expérience. L'un de nous va s'endormir dans ce lit lorsqu'on atteindra la bonne phase de sommeil. L'autre s'approchera doucement avec un bol d'eau pour vérifier si le mythe est vrai. Est-ce que je pense que ça marchera? Dans mon cas, pas vraiment. Il se trouve que j'ai le sommeil très léger. Alors, selon moi, si quelqu'un s'approche au milieu de la nuit et essaie de me prendre la main, mon autre main risque de le frapper en plein visage. C'est effectivement le principal obstacle de cette expérience. Est-ce qu'il suce son pouce? Si le sujet ne dort pas comme une bûche, il sera difficile de lui mettre la main dans l'eau sans le réveiller. On demande donc l'aide du chef de la clinique, Michael Salemi. Ses yeux sont fermés, mais de toute évidence, il ne dort pas. Et qu'est-ce que toutes ces électrodes sur le crâne de Jamie nous permettent de voir? Ces lignes nous montrent le mouvement de ses yeux. Et voici son électroencéphalogramme. On suit la forme de ses ondes cérébrales pour détecter les changements qui indiqueraient qu'il est en train de s'endormir. En résumé, en surveillant l'activité électrique de son cerveau, on peut savoir si Jamie dort d'un sommeil profond. Les phases 1 et 2 sont des phases transitoires, celles du sommeil léger, et ne sont pas idéales pour ce test. La phase 3, qui correspond à un sommeil lent, est celle que l'on recherche. À ce stade, l'activité cérébrale diminue considérablement et la personne endormie se réveille moins facilement. Mais Jimmy nous fait languir. Il ne dort pas. Il attend. Adam, muni de lunettes de vision nocturne, perd patience et entre dans la chambre. Tu es complètement réveillé. Ça fait déjà 2 heures, mon vieux. Désolé. Bel accoutrement. Merci. Ton tour est fini, c'est à moi. D'accord. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais pas de sommeil, pas de résultat. Je savais que Jamie ne dormait pas. Il attendait. Il a attendu tellement longtemps que son test ne comptera pas. J'ai toujours voulu des cyber-rallonges de cheveux. Maintenant, c'est mon tour. Adam se couche et aussitôt, il s'endort. Enfin, un essai valide. Vraiment? Même si Adam s'est endormi très rapidement, il ne sera peut-être pas un bon candidat parce qu'il souffre d'apnée du sommeil.
Ça signifie que, de temps en temps, il a du mal à respirer et ça le réveille. Il n'atteindra peut-être pas le sommeil profond qu'il doit absolument atteindre pour ce test. Mais avant même que l'équipe commence à s'impatienter, Adam entre dans la phase 3 du sommeil. Cependant, une autre complication survient. Ses deux mains sont placées sous sa tête. Je n'ai pas d'autre choix que d'essayer. S'il ne se réveille pas, le gag va peut-être marcher. Adam est tout contorsionné, mais Jimmy réussit à mener sa main jusqu'au bol. Le mieux qu'il peut faire est de verser doucement de l'eau sur sa main. Puis, soudain, notre victime se réveille. Bon. Adam, j'ai remarqué que ta main était mouillée. Y a-t-il autre chose de mouillé? Non, je suis au sec. Zut! Si cette technique marche vraiment, elle aurait dû fonctionner avec Adam, parce que d'après ce que j'ai lu sur le sujet, le son de l'eau qui coule et la sensation de l'eau sur la main sont censés provoquer le pipi au lit. Ces deux conditions étaient nettement présentes, mais Adam n'a pas mouillé son lit. De toute évidence, ça augure mal pour ces mythes. Visiblement, on n'a pas assez de cire pour la faire fondre dans un gros contenant et y plonger la mèche comme on le ferait pour produire une vraie bougie. On pourrait tenter de la faire fondre, de l'étendre, puis de la rouler autour de la mèche, un peu comme les chandelles en cire d'abeille. Ça pourrait marcher. Je ne suis pas sûr que ça fera une bonne chandelle. Oui, c'est inflammable, mais ça ne réagit pas comme de la cire ordinaire. Alors, on la fait fondre? Ouais. Le plus dur, selon moi, sera de la modeler en forme de chandelle. On dirait plus des crottes de nez que de la cire d'oreille, non? Oui. Si vous avez l'estomac sensible Tu vas vomir? et facilement perturbé, je vous conseille de détourner le regard. Maintenant. Pourquoi on fait ça déjà? J'ai failli vomir. Si on continue de respirer l'odeur, on va peut-être s'habituer. Non, ça m'étonnerait. Ça semble assez mou. Tu veux sortir la boule? C'est dégueu. Ça sent vraiment mauvais. J'ai vu beaucoup de choses répugnantes aux stupéfiants, des seaux de sang de porc écumeux, les intestins de plusieurs animaux. J'ai cousu une langue de porc avec des tubes à l'intérieur, mais ça surpasse tout le reste. Cette chandelle de cérumen est la chose la plus dégoûtante que j'ai faite à cette émission, encore plus que de vomir mes entrailles. Voici la mèche. Former cette bougie est plus difficile que je le croyais. Cool, un taco de cérumen. Ce n'est pas un matériau quelconque qu'on sort de l'emballage et qu'on façonne en forme de chandelle. C'est de la cire d'oreille. Eh bien, ça fonctionne. Elle contient des petits poils, des cellules de peau, et juste la faire fondre pour former une chandelle, c'est déjà compliqué. Regardez! On a une chandelle. Enfin, presque. On verra en l'allumant. OK, à titre de comparaison, j'ai apporté Tu vas la planter sur un petit gâteau? une bougie d'anniversaire. Attention, on veut pas qu'elle s'effrite. On a modelé la cire d'oreille avec la mèche à l'intérieur. Personnellement, je ne pense pas qu'elle fondra comme une chandelle ordinaire parce que lors du test, elle a fait des flamèches. C'est parti. Voilà. Parfait. Soit on aura des feux d'artifice, soit elle s'éteindra. Elle s'est allumée, mais est-ce que ça durera? Regardez, ça fait des bulles tout autour. Oh, la flamme faiblit. Ouais. La cire s'allume comme dans notre premier test. Elle s'enflamme, mais c'est tout. Ça ne durera pas. Non. Elle s'éteint. Elle s'éteint. Ça y est, 23 secondes. Rien à voir avec une chandelle. Non, car la composition de la cire à chandelle et celle de la cire d'oreille sont différentes. Les hydrocarbures à chaîne longue de la paraffine et de la cire d'abeille fondent et, sous forme liquide, montent le long de la mèche et ils brûlent lentement et uniformément. La cire d'oreille, remplie de peau morte, de poils, d'acides gras et de cholestérol, est bien inflammable, mais elle ne fond pas et ne brûle pas de façon constante. On dirait que le mythe est faux. Le mythe est faux. Complètement faux. Happy birthday!
Cette fois, on va faire dormir Matt, notre assistant de production, et tenter de provoquer un pipi au lit. Maman sera fière de moi. Écoute, si tu fais pipi, voici ce que tu entendras. Voilà, faites vos rêves. À peine quelques minutes après la fermeture des lumières, Matt s'endort. Ça y est, les ondes s'atténuent. Préparons le bol d'eau. Que ça vous serve de leçon, les enfants. Vous croyez peut-être qu'on s'amuse aux stupéfiants, mais même les assistants de production ne sont pas à l'abri de l'humiliation. Parfait. La main de Matt est dans le bol. Exactement comme dans le mythe. Je n'entends pas l'alarme, donc il ne s'est pas encore soulagé involontairement. Pas encore, mais après 5 minutes passées avec la main et le poignet plongés dans l'eau, surprise! L'alarme retentit et c'est le branle-bas de combat dans la chambre. Mais c'est seulement lorsqu'on rallume les lumières qu'on examine enfin la flaque honteuse. Penses-tu avoir uriné, mon vieux? Je ne crois pas. Pousse-toi, on va regarder. L'eau pourrait bien s'être renversée. Ça ne vient pas de la source, malheureusement. Pourquoi il y a une deuxième tache? Si Matt dit que ça vient pas de la source, je le crois. C'est vrai, elle est juste à côté. Son beau pyjama n'est pas mouillé. Dans ce cas-là, le gag ne fonctionne pas. Sa main est restée immergée au moins 5 minutes, non? Oui. L'as-tu senti? Non. Génial. J'ai vraiment cru qu'on avait confirmé le mythe quand j'ai entendu l'alarme. Mais non. On était en plein milieu de la nuit et après que la main de Matt soit restée dans le bol 5 minutes, de l'eau a débordé et a déclenché l'alarme. Après ces tests, je n'ai pas le choix de conclure que le mythe est faux. Je sais qu'on aura des ennuis avec ce mythe, mais avouez qu'on a tenté au moins 2 bons essais et qu'aucune des victimes n'a mouillé son lit. Ça marche peut-être avec certaines personnes, mais une chose est sûre, ce n'est pas infaillible. Une autre scène qui s'ajoute à la longue liste des situations étranges qu'on crée pour l'émission. Dégoûtant. Dans une scène mémorable de Star Trek, le capitaine Kirk, pris dans une impasse, se prend pour MacGyver et fabrique un bazooka en bambou. Bien. Quoi? Qu'y a-t-il, Spock? Il sait, docteur. Après avoir ramassé les 3 composants de base de la poudre noire et des diamants comme munitions, Ils feront de formidables projectiles. Oh, le Gorn approche. Kirk s'affaire à mélanger les matériaux et fabriquer le canon. Peut-il le faire? S'il en a le temps, docteur. S'il en a le temps. Bien sûr qu'il en a le temps. C'est le capitaine Kirk. Mais que dire de la réalité? Peut-on vraiment produire notre propre poudre noire et fabriquer un bazooka en bambou? La poudre noire comprend 3 choses. Du nitrate de potassium, du charbon et du soufre. Séparément, aucun de ces composants n'est explosif. La question est de savoir s'il est possible de les rassembler, sans aucune forme de peaufinage, afin de créer de la poudre noire capable de tirer un projectile à l'aide d'un canon. Pour le découvrir, on va reproduire la poudre noire du capitaine Kirk. On va prendre ces éléments, les mélanger comme dans l'émission et comparer le résultat à de la poudre noire ordinaire. L'autre question du mythe est de savoir si l'on peut construire avec du bambou un canon qui résiste à l'explosion de la poudre noire. Je m'occuperai de cet aspect pendant que les gars feront de la pyrotechnie. Nos 2 pyromanes commencent leurs essais pyrotechniques, en présumant que Kirk connaissait le ratio exact des 3 composants. Merde, le Gorn arrive! Bien entendu, on ne vous le dira pas. Ensuite, comme leur héros, Ton préféré, Kirk ou Picard? Kirk, évidemment. ils n'utilisent aucun outil pour moudre et mélanger leur poudre. Seulement des pierres trouvées dans le décor. Monsieur Spock ou le commandant Data? Spock. C'est un grand jour. En testant ce mythe, Grant et Tory réalisent enfin leur rêve d'enfance. Han a-t-il tiré le premier? Oui. Cet épisode est gravé dans ma mémoire. Je crois que c'est parce que le Gorn me faisait très peur.
Salut, ça va? Rien de spécial, on passe le temps. Rien. Le fait qu'aujourd'hui on puisse vérifier si l'on peut réellement construire un bazooka en bambou et faire de la poudre noire avec des éléments bruts, c'est trop excitant. On travaille depuis au moins 15 minutes. Ça commence à ressembler à de la poudre noire. Probablement le temps maximum dont Kirk disposait. Maintenant, c'est l'heure de tester nos formules. Premièrement, on va allumer de la vraie poudre noire pour voir ce qu'on est censé obtenir. Parfait! Ensuite, on va chacun essayer nos recettes, puis on verra ce que ça donne. Voici donc ce que les gars recherchent. C'est ce que le capitaine Kirk a obtenu en concoctant sa poudre. Dans un instant, on saura si c'est possible. Il y a un genre de petite réaction. C'est bizarre. Comme ces trucs qu'on fait brûler le jour de l'indépendance. Non, on n'a pas entendu le pouf de la poudre noire, mais je suis agréablement surpris parce que je ne croyais pas qu'elle s'allumerait. Wow, regarde. C'est mieux. La poudre a pris feu et ça sentait la poudre noire. Mieux encore, on a vu des étincelles. Ça signifie qu'on est sur la bonne voie. C'est juste une question de temps avant qu'on trouve le bon ratio. Pendant que nos chimistes en herbe perfectionnent leurs recettes, Jesse confectionne un canon en bambou. Le capitaine Kirk s'est retrouvé sur une planète aride. Il a été très chanceux de tomber sur un morceau de bambou déjà coupé. Le nôtre a une taille semblable, avec un diamètre intérieur de 15 cm. Le problème, c'est que son tronc ne comportait pas ces cloisons internes qui séparent les sections. Je dois donc les retirer. Jesse, contrairement au gars, n'est pas aveuglée par un amour pour son matériau. Tout en enlevant les cloisons, elle nous fait part de ses doutes. En tant que métallurgiste, je n'ai pas souvent travaillé le bambou dans le passé. Mais en coupant ce tronc, il m'a semblé beaucoup trop mou pour résister à une explosion, si explosion il y a. Ce dont je ne suis pas convaincue. Selon moi, ça ne fonctionnera pas. Ciao, le Gorn. De retour dans la cuisine, nos cuistots s'approchent de la recette parfaite de poudre noire maison. Pour celle-ci, j'ai rajouté plus de charbon et de soufre. Après avoir testé plus de 30 formules différentes, ils estiment qu'ils ont trouvé la meilleure combinaison possible pour une poudre faite à la main. C'est pas si mal. Je doute qu'on soit capable de concocter ça en 30 minutes au beau milieu d'un combat, mais pour l'instant, c'est plausible. Le bazooka et la poudre noire terminés, il ne manque plus qu'un seul ingrédient mythique. Pour tester cette scène, il nous faut un Gorn. Malheureusement, ça demanderait un voyage intergalactique. Alors, on a opté pour une autre solution, le dessiner sur du papier. Je vais poser le dessin sur une grande feuille de mousse, découper la silhouette, et c'est ce qui nous aidera à déterminer si notre canon fonctionne. Oui, capitaine. Je suis prêt à combattre. Réjoui. En effet, un mythe raconte que l'on peut plonger sa main dans du plomb en fusion sans se blesser. Ça ne serait pas un plan pour me faire essayer quelque chose de super dangereux pour ensuite rire de ma souffrance? L'idée est intéressante, mais non, c'est un vrai mythe. Et j'avoue que ça m'inquiète un peu. Dans ce cas, on devrait peut-être commencer par autre chose que nos mains. C'est une bonne idée. Le métal fondu, ça ne pardonne pas. Regardez ces images de fonderie. Ça donne l'impression que si on touche à un de ces liquides avec nos mains, on va subir d'horribles brûlures. Mais pas nécessairement. Selon le mythe, si on fait fondre du plomb pur, on peut y plonger notre main sans se brûler ou se blesser grièvement. Je sais, c'est incroyable. Le truc serait de mouiller sa main avant de la plonger, ce qui créerait ce qu'on appelle l'effet Leidenfrost. L'effet Leidenfrost, c'est le principe scientifique à la base de ce mythe. Et Adam a décidé de nous faire une démonstration avec une boule de métal brûlant et un aquarium. Wow, regarde ça! On voit clairement une couche tout autour. J'imagine que c'est de la vapeur. Ce que vous voyez dans cette expérience est l'effet Leidenfrost. On dirait l'atmosphère. C'est intéressant car la vapeur produite lorsqu'on expose une surface chaude à de l'eau va en fait isoler cette surface. C'est logique,
parce que la vapeur est un gaz. Alors, elle transmet la chaleur moins rapidement que l'eau elle-même. Voilà la clé. Lorsque l'eau froide touche à une surface extrêmement chaude, la vapeur d'eau, qui conduit relativement mal la chaleur, forme une couche offrant une fine barrière protectrice. Maintenant, préparons cette cascade ébouriffante C'est moi, ça? en commençant par l'ingrédient essentiel, le plomb. C'est la première fois que tu fais cuire un Terminator? Non, à vrai dire, ça m'arrive souvent. Chaque fois qu'un robot se conduit mal. Le problème, c'est qu'il faut bien les faire fondre, sinon elles se recomposent et tentent de nous tuer. 385 degrés Celsius. C'est au moins 40 degrés de plus que son point de fusion. Alors c'est bon. Allons-y. Place au faux doigt. Cette viande est crue, alors si elle devient trop chaude, elle va changer de couleur parce qu'elle sera en train de cuire. Si ces saucisses en forme de doigt commencent à cuire, pas question qu'Adam et Jimmy mettent la main dans ce chaudron. Oh, on a un problème, n'est-ce pas? Elle a légèrement changé de couleur. Et du plomb est resté collé dessus. Je ne voudrais pas que ça colle à mes doigts. Non. Un deuxième essai donne les mêmes résultats, ce qui est un mauvais signe pour le mythe. Le plomb colle à la peau. C'est un gros problème. Oui, car ça crée des brûlures. Des brûlures très graves. Comme dans un barbecue estival, les saucisses cuisent l'une après l'autre. Mais les gars ne sont pas prêts à baisser les bras. Étonnamment, d'après ce qu'on a compris de ce phénomène, on doit augmenter la température. Il faudrait atteindre 425 degrés Celsius, soit près de 100 degrés de plus que le point de fusion du plomb. En dessous de cette température, le plomb colle à notre faux doigt ici présent et on a vu que ça le fait cuire. On a 3 éléments à tester. Alors les chances qu'ils fonctionnent tous de concert sont très minces, voire inexistantes. La poudre a l'air prometteuse, mais selon moi, le bambou ne marchera pas. Est-ce qu'on pourra tirer des diamants sur le Gorn? Ça m'étonnerait. C'est une belle plante grimpante. Ouais, elle pousse encore sur cette planète. Dans l'émission, le capitaine Kirk prend une plante grimpante et l'enroule autour du bazooka en bambou à la hauteur de la chambre de combustion. J'imagine qu'il veut le renforcer. C'est bon, c'est assez serré. Maintenant, on sort la sauce secrète. Notre propre mélange de poudre noire. Après 33 essais, cette formule s'est avérée la plus puissante. Je vous rappelle qu'on n'a utilisé que les produits chimiques dont disposait Kirk sur la planète, soit du nitrate de potassium, du soufre et du charbon. Vite, donne-moi la poudre noire! Le Gorn m'attaque! Attendez-moi! J'ai trouvé le point faible du Gorn! Il faut le frapper dans les parties avec un bazooka en bambou! Ouais, le capitaine Kirk a encore gagné. Parlant de James Tiberius Kirk, le voici. C'est l'heure, mon vieux. Du moins, sa doublure. Tu sais pourquoi il porte un chandail rouge? Pourquoi? Tous les fans de Star Trek savent que si tu es téléporté sur une planète avec un chandail rouge, tu ne reviendras pas. Parfait. Lève la tête. Ne quitte pas ta cible des yeux. Suis le Gorn. On s'apprête à tester notre bazooka en bambou. Sera-t-il assez solide pour résister à l'explosion de notre poudre noire maison? Tout d'abord, je mesure la quantité. Kirk a utilisé 2 poignées, et c'est ce que ce gobelet contient. Et cette explosion sera-t-elle assez puissante pour projeter nos projectiles sur le Gorn et l'abattre? Chargez-la avec les diamants. Ou est-ce que le canon volera en éclats? Si ça marche, je n'en reviendrai pas. On le saura très bientôt. Restez avec nous. On y va pour le canon contre le Gorn, tout comme dans l'émission. C'est parti. Hasta la vista, Gorn! Comme c'est charmant. Le visage rayonnant, Grant et Tori observent la scène avec avidité. Leur rêve d'enfance va bientôt devenir réalité. Captivant. Malheureusement, leurs espoirs se sont envolés en fumée. J'espérais un gros... C'est tellement décevant. Je suis désolée, les gars. Pendant que Jessie console ses amis du mieux qu'elle peut, regardons ce qui s'est passé. Il semble que la poudre maison ne brûle pas assez vite ou assez agressivement. L'énergie se dissipe au lieu de provoquer une explosion. Je ne le cacherai pas, je suis un peu déçu. Le canon n'a fait que produire un nuage de fumée. Mais ce n'est pas nécessairement dû à la poudre. L'espace n'est peut-être pas assez restreint.
En tout cas, les gens font de la poudre de cette façon depuis des siècles, avec exactement la même recette. Attention, c'est peut-être encore chaud. Ça augure mal pour le mythe. La poudre noire fonctionnait dans l'atelier. Peut-être qu'ici, on ne l'a pas chargée correctement. On devrait l'essayer avec un vrai canon pour voir ce que ça donne. Bonne idée. D'accord? Notre trio n'a pas dit son dernier mot. Pour confirmer que le problème vient de la poudre de Kirk et non du canon en bambou, l'équipe sort une arme qui a fait ses preuves. 455 degrés, essayons-le. Il ne collera plus. Voici notre doigt. Hop, dans l'eau. On le secoue. Un saut dans le plomb. La saucisse est intacte. Et elle est encore froide. Oui. 455 degrés Celsius est donc le chiffre à retenir. La saucisse est ressortie indemne, alors il ne reste plus qu'une chose à faire. Je suis partant. Et toi? Je m'imagine les gens à la maison en train de crier « Allez, vas-y, poule mouillée! Essaie-le! » J'ai raison? Bon, d'accord. On s'apprête à faire le test. On va plonger nos mains dans du métal en fusion et tout nous indique que c'est sécuritaire. Notre expérience a démontré que les conditions nécessaires sont très précises et je crois qu'on les a. Tout va bien se passer. Ce petit hot dog sera bientôt brûlé. Malgré la preuve que nous offrent les saucisses, il y a de la nervosité dans l'air et ça se comprend. N'oubliez pas que le plomb est chauffé à 455 degrés Celsius. Alors cette cascade fait partie des choses qu'il ne faut absolument pas tenter à la maison. Rien. Mais je l'ai seulement trempé jusque-là. Ouais, veux-tu le plonger davantage? Mon petit doigt va très bien. Par contre, je l'ai plongé seulement jusqu'ici. J'ai voulu être prudent. Je n'ai rien senti. En fait, c'était chaud et plaisant. Vas-y. Il répète l'expérience avec son index et le résultat est le même. Je l'ai enfoncé jusqu'au bout. Sans problème. Sans problème? Sans problème. Ben, c'est à moi. Adam a eu droit à un cobaye humain, Jimmy. Alors, naturellement, il doit faire monter les enjeux. Il plongera 4 doigts. C'est parti. Mesdames et messieurs, une main humaine dans le métal fondu. C'est bizarre. J'ai senti l'eau bouillir sur mes doigts. Ça fait... Voilà qui confirme ce mythe express sur le plomb. Jamie et moi, on a réussi à plonger nos mains dans un chaudron de métal fondu. Pour vrai. L'effet Leidenfrost n'est pas un mythe. Il nous protège. J'y vais. Mon Dieu, je suis encore réticent. Bon, j'y vais. Génial! Normalement, on reproduit des situations d'apparence inoffensive dans lesquelles des personnes sont mutilées ou tuées. Cette fois, on a reproduit une situation dangereuse de laquelle les gens ressortent sains et saufs. C'est drôle. Je pense que ce mythe nous effraie plus que le premier. Je ne suis pas blessé. Et toi? Je vais très bien. C'est tout ce qu'il fallait. Le mythe est vrai. Ouais. J'ai ressorti notre bon vieux canon pour vérifier si notre poudre noire maison est efficace. On s'en sert souvent et on sait qu'il est fiable. On l'a utilisé pour s'évader de prison, pour le mythe du canon en ruban pour conduire, et pour le mythe du canon à fromage. On sait donc que le canon fonctionne. Maintenant, on veut savoir si notre poudre, elle, fonctionne. Ce test se concentre sur la poudre noire maison. Attention, j'insère le boulet. Une fois de plus, l'équipe utilise la même quantité que le capitaine Kirk. On a 2 poignées de poudre pour tirer notre boulet de canon. Ces 2 poignées, ces 2... Et si on parlait en lieu sûr? Si 2 poignées de poudre noire maison ne tirent pas le boulet, on essaiera avec de la poudre noire ordinaire. L'étincelle entre dans le canon. Le boulet a roulé derrière le canon. Eh oui, voilà qui démontre qu'en mélangeant à la main les ingrédients bruts de la poudre noire, on obtient un produit énergétique, mais aussi qu'on n'aura pas de résultat explosif sans technique précise de mesure et de peaufinage.
Même si je suis un grand amateur de Star Trek, je dois admettre que fabriquer de la poudre noire en 2 heures, sans outils, sur une planète inconnue, ça ne tient pas la route. Oui, mais on doit quand même tester le canon en bambou. Alors supposons que Kirk a réussi à faire de la poudre de qualité commerciale. On va reprendre la même quantité, charger notre canon et observer ce qui se passe. De toute beauté. Attention, pas trop fort. Mais même avec ce scénario idéal, et impossible, Tori doute que le canon en bambou fonctionnera. Selon moi, le maillon faible de notre bazooka en bambou est le fait que c'est la membrane naturelle du bambou qui constitue le fond du canon. Cette petite cloison absorbera toute la force de la poudre noire. Je ne pense pas qu'elle soit assez solide pour résister. Cours! Cours! Le capitaine Kirk aurait mieux fait de lancer le bazooka en bambou sur le Gorn pour qu'il lui explose au visage. L'utiliser comme une bombe, Ou une grenade. plutôt qu'un bazooka. On a tué le capitaine Kirk, pas le Gorn. Le Gorn est encore debout? Le fond du canon a complètement sauté. C'était génial. Mais regardez, de toute évidence, le bambou n'était pas assez solide pour supporter l'explosion de la poudre noire. Le fond a éclaté et tout le tube est fendu. Mais ça ressemble à ce qu'on a vu dans la scène. Oui, mais regardez le capitaine Kirk. Il n'est pas dans le même état que dans l'émission. Il serait probablement mort. Et le Gorn s'en est sorti sans égratignure. Vraiment? D'ici, il a l'air en pleine forme. Oui, il est encore debout. Mais attendez, regardez. On Non. dirait un tir. Oui, regardez. Il y en a partout. Des cristaux l'ont atteint. Malgré ça, le mythe reste faux. Parce que le tireur subit beaucoup plus de blessures que sa cible. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut toujours reproduire les résultats. D'accord, mais peu importe ce qui arrive, le mythe est faux. Complètement faux. Finalement, tous les aspects de ce canon improvisé sont faux. Mais Kirk aurait-il pu fabriquer un canon de bambou avec une méthode différente? Oui, capitaine. Je serai compatissant et rapide. Le maillon faible se trouvait dans la membrane du bambou. On l'a donc remplacé par un morceau de contreplaqué de 2 cm d'épaisseur renforcé d'une tige d'acier. On va maintenant verser du polyuréthane pour boucher toutes les fissures en espérant que l'explosion soit dirigée vers la bouche du canon et lance nos cristaux sur le Gorn exactement comme on le souhaite. Vous savez quoi? Je m'en fous si le capitaine Kirk ne pouvait pas faire de poudre noire maison sur cette planète. Et je m'en fous si le mythe est faux. On rejoue l'épisode du Gorn. Et moi, ça me rend heureux. Je vais déguerpir maintenant. C'était fantastique! Je crois qu'on a abattu le Gorn et le capitaine Kirk. L'équipe a enfin eu raison du Gorn en le tirant en plein dans le mille. On l'a atteint à la tête, à la poitrine, au ventre. Et à l'entrejambe. Mais malgré ce bref moment de satisfaction et le statut de héros culte du capitaine Kirk, la conclusion est claire. Ça m'attriste de le dire parce qu'il s'agit de mon épisode préféré de Star Trek, mais le mythe est faux. On ne peut pas fabriquer soi-même de la poudre assez puissante pour lancer des projectiles. Même si c'était possible, le bambou n'est pas assez solide pour résister à l'explosion. On a recréé les meilleures conditions en utilisant de la poudre commerciale et en renforçant le bambou. Mais notre bazooka a quand même explosé et a tué le capitaine Kirk. Pour toutes ces raisons, c'est une mauvaise idée. Donner le canon au Gorn serait plus efficace. Quelqu'un a vu Jamie? Je suis ici. J'apporte le courrier. Facture, facture, facture. Noix de coco. Une noix de coco? Notre noix de coco est revenue. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Le mythe est vrai. Ça veut aussi dire qu'on va recevoir des tonnes de noix de coco. Nom d'un cocotier. Tu as raison.